Excellent mardi, Madame, Messieurs. À la ligne de ce journal, Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO dénonce l'exploitation illicite du coltan en RDC. Ces commerces rapportent au moins 300 000 $ américains aux rebelles de M23. Après son élection au 10e congrès de l'UNPC ce mardi, Kamanda Wakamanda et le nouveau comité ont officiellement pris fonction par une cérémonie de remise et reprise. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Hongrie, où il a rencontré son homologue Tamar Sildok le 30 septembre dernier en marge de sa visite diplomatique. Le président Félix Tshisekedi a clos sa journée du lundi au monastère de Carmé par un point de presse où il n'a pas omis d'évoquer l'agression rwandaise en RDC. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes, une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois. Une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du 3e plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, la MONUSCO accuse le rebelle du M23 d'exploiter illicitement le minerai en RDC, particulièrement le cobalt à Massissi et Rutshuru. Bintou Keïta précise que ce commerce procure mensuellement au moins 300 000 $ américains. La consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Massissi et de Rutshuru dans le Nord Kivu leur a permis d'établir leur contrôle absolu sur la production de coltan.
Le commerce depuis la zone de Roubaïa, dont on estime qu'il fournit près de 15% de la production de tantale mondiale, génère, estime-t-on, 300 000 $ de revenus par mois pour les groupes armés. Cela est profondément préoccupant et doit cesser. Le blanchiment criminel des ressources naturelles de la RDC, trafiquées vers l'extérieur du pays, renforce les groupes armés, permettant de faire perdurer l'exploitation des populations civiles, dont un certain nombre sont réduites de facto en esclavage. Cela porte atteinte aux efforts d'établissement de la paix. À moins que des sanctions internationales ne soient imposées à ceux qui bénéficient de ce commerce criminel, la paix continuera à nous échapper et les civils continueront à souffrir. En même temps, des efforts visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles et leur exploitation, en développant la transparence et la traçabilité de la production minérale, sont essentiels pour progresser dans la stabilisation de l'Est de la RDC. J'encourage le gouvernement à investir dans la transformation locale de produits minéraux. Kigali dénonce par ailleurs le rapport de la MONUSCO sur les violations de droits humains en RDC. D'après lui, ces rapports permettent à la RDC d'échapper à ses responsabilités. Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit de DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet des graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Et le vice-ministre de la Justice a fait la restitution du procès RDC-Rwanda à Arusha devant la Cour de justice de l'EAC. De ces faits, il a souligné que ces deux rapports de l'ONU confirment de la présence du Rwanda en RDC, mais la partie rwandaise était manifestement décidée à bloquer le processus de justice. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies
qui confirme la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Et face à l'insécurité qui ressurgit dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, caractérisée par le viol, l'Assemblée provinciale, par son président, appelle le service de sécurité à opter pour de nouvelles stratégies. Suivez. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, est plongée dans une insécurité qui se manifeste par des cas de viol. En effet, une nouvelle forme d'insécurité, caractérisée par des viols, a ressurgi dans la ville de Lubumbashi, sud-est de la République démocratique du Congo. Selon le cadre de concertation de la société civile, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga appelle à de nouvelles stratégies au niveau des services de sécurité. Il s'est noté que ces derniers ont précisé qu'il faudrait appeler en urgence certains éléments affectés dans des sites miniers dans la région du Katanga afin de renforcer la sécurité de la population sur terrain. Cependant, l'insécurité urbaine a repris à Lubumbashi il y a quelques temps déjà, sous une nouvelle forme de banditisme violent. Par ailleurs, la société civile en appelle aux services de sécurité de redoubler des efforts stratégiques afin de mettre fin à cette situation. Signalons que, bien avant la thématique sur la gouvernance sécuritaire du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, qui s'est livré à la presse autour de la question des cas de criminalité dans la région du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. 15 cas de viol ont déjà été répertoriés dans l'intervalle entre juillet à septembre de cette année en cours dans une commune annexe qui représente la ceinture de cette ville. On y compte 6 mineurs, 2 femmes mariées et 3 morts victimes des cas de viol. Madame, Messieurs, le médecin non primé œuvrant dans le secteur public ont organisé un sit-in devant la primature afin de réclamer les ralignements au paiement de primes au dernier trimestre de cette année en cours. Des médecins non primés ont organisé un sit-in à la primature le lundi 30 septembre dernier. En effet, le personnel de santé dans le secteur public était réuni devant la primature dans la commune de la Gombe afin de réclamer leur alignement pouvant leur permettre de bénéficier de paiements de primes au dernier trimestre de l'année 2024. Selon leurs témoignages livrés à la presse, ils étaient à la primature pour la énième fois afin de réclamer leurs droits qui ne sont pas respectés. Il s'est noté que ces derniers ont manifesté car depuis que cette année a commencé, ils sont déjà au 3e trimestre sans toucher leurs primes. Cependant, le gouvernement ne réalise pas ses engagements alors qu'il a été convenu que l'on puisse les aligner à la prime des risques professionnels. Par ailleurs, la semaine dernière, une délégation de médecins non primés a été reçue par le secrétaire général à la santé publique, signalant que pour ces corps médicaux, ils sont venus directement auprès de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans le but d'obtenir gain de cause et que cette situation soit décantée dans un bref délai, car ces derniers affirment que plusieurs démarches ont été établies, entre autres, après avoir vu le ministre du budget, de la fonction publique et de la santé. Ils ne savent plus à quel niveau leur dossier serait bloqué. Élu à la tête de l'Union nationale de la presse congolaise, Kamanda Wakamanda a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie de remise de reprise ce mardi au siège de cette corporation. Et parlons de la disparition du basketteur légendaire congolais Mutombo Dikembe, décédé depuis lundi 30 septembre dernier d'une tumeur de cerveau. À cette occasion, suivez un extrait de son parcours.
La triste nouvelle du décès de l'ancien basketteur Mutombo Dikembe survenue le lundi 30 septembre dernier aux États-Unis d'Amérique. En effet, l'ambassade des États-Unis en RDC a rendu hommage au basketteur congolais de grand renommée Mutombo Dikembe qui, dans une représentation américaine, souhaite que son héritage continue d'inspirer les générations futures. Notons que plusieurs lettres d'hommage destinées à cette grande personnalité et géant du basketball mondial ont été envoyées par l'ambassade des USA, notamment celle de l'ancien président américain Barack Obama, qui n'a pas hésité de témoigner son attachement envers cet illustre disparu. Cependant, retenons que Mutombo Dikembe, ancien pivot congolais, figure emblématique de la NBA et véritable icône du basketball, s'est éteint des suites d'un cancer du cerveau le lundi 30 septembre dernier. Retenons qu'au-delà de sa carrière sportive, il était profondément attaché à son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Après sa retraite, il s'est consacré à des actions humanitaires en fondant la Mutombo Foundation qui œuvre pour améliorer la santé et l'éducation des enfants congolais. Pour rappel, ce philanthrope Mutombo Dikembe est né le 25 juin 1966 à Kinshasa et décédé le 30 septembre 2024 en Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. C'était un joueur de basketball professionnel congolais qui était surnommé les Mount Mutombo, mesurant 2,18 mètres et était célèbre pour son jet défensif. Monsieur, ce journal comporte donc un invité. Il s'agit de monsieur Mike Issem, secrétaire national en charge de sport et loisirs du parti SID, aussi cadre de la MOCA. Alors, monsieur Issem, comment allez-vous? Oui, merci très bien, madame Déborah. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Sauf que nous avons un problème dans notre parti. Comme vous le savez tous, nous avons perdu l'un des nôtres, le camarade Giresse, depuis le 10 septembre, qui a été assassiné par un policier, dont il y a eu l'ouverture de l'audience le mardi 24 septembre. Oui. Et la prochaine audience est fixée pour je crois que ça doit être un certain mardi également, 8 octobre. Donc nous attendons que la justice soit faite, bien que c'est une justice malade. Et si nous ne sommes pas satisfaits de la décision de la justice, nous allons utiliser d'autres moyens démocratiques afin que cet acte ne soit pas impuni. En tout cas, nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Alors, comment se porte le parti? Oui, le parti SID se porte très bien. Son président Martin Fayulu également se porte très bien. D'ailleurs, présentement, il se trouve aux États-Unis où il est allé répondre à une invitation de l'université de Princeton, où il était invité pour animer une conférence avec les étudiants. Et il s'était bien déroulé. Aujourd'hui, il vient également d'avoir un entretien dans l'église baptiste de Hopewell, toujours à New Jersey, avant de regagner Kinshasa. Probablement, il sera de retour ce week-end à Kinshasa. Il y a des sources qui parlent de son voyage qui coïncide avec la 79e Assemblée des Nations Unies. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas de rapport parce que l'invitation lui adressée par l'université, ça date de très longtemps, depuis le mois de juillet. Et récemment, il venait de participer à la convention du Parti démocrate et il savait bien qu'il va encore retourner aux États-Unis. Bon, cette fois-ci, c'était pour animer une conférence afin de plaider la cause de la RTC auprès des Américains. Donc c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec la visite, je ne sais pas, ou bien le voyage de M. Félix aux États-Unis. D'ailleurs, lui, il est à New Jersey. Tshisekedi, ils étaient à New York. Et depuis lors, le président Martin Fayulu ne s'est pas déplacé de l'État de New Jersey. Et de New Jersey, il va prendre son vol pour rentrer à Kinshasa. Alors, pourquoi cette forte délégation avec lui? Non, il n'a pas mis une forte délégation. Il est accompagné de son épouse, notre première dame, Maman Esther Fayulu, et puis de l'un des nôtres, Prince Pengue. Je devais aussi faire partie de cette délégation. Bon, malheureusement, mon passeport était expiré. Donc, je pense que dans la prochaine occasion, je ferai partie de la délégation parce que aujourd'hui, le président Martin Fayulu est invité partout. Je crois bien aussi à Kinshasa, lorsqu'il sera de retour, il va animer aussi des conférences avec les étudiants. Je crois que ça sera l'université de Kinshasa, l'université panafricaine et puis tant d'autres universités. Il est ouvert, n'importe qui peut l'appeler. Il vient et vous explique l'enquête essence de la démarche que nous appelons aujourd'hui la cohésion nationale
pour sauver notre pays du danger de la balkanisation. Donc vous nous assurez que son voyage n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir ni de près ni de loin. D'ailleurs, lui ne sait même pas si M. Félix s'est rendu aux États-Unis. Donc, il ne le contrôle même pas. Il n'est pas au courant de ses déplacements. C'est quand même une information... Non, mais c'est ça. Mais lui ne sait pas. Il ne connaît pas les déplacements de M. Félix. M. Félix, nous, c'est que nous savons. Donc, son sport favori, c'est le voyage. Donc, aujourd'hui, on nous apprend qu'il est quelque part. Donc, on ne connaît même pas là où il est présentement. Donc, on va seulement le voir de retour à Kinshasa. Donc, son voyage, ça n'a rien à voir avec le déplacement du président Ali Martin Fayulu. Et le président Ali Martin Fayulu ne voyage pas à l'étranger pour aller, je ne sais pas, balader dans les rues de New York, ou bien se baigner dans la piscine, ou bien on va l'amener quelque part pour lui montrer les cadavres, je ne sais pas, les tombeaux. Tout ça, non, jamais. Lui, il part là-bas sur invitation, et juste après l'invitation, il rentre. Donc, le président Martin Fayulu, d'ailleurs, ce n'est pas de ses habitudes de voyager régulièrement à l'étranger, mais s'il a effectué ces deux voyages ici, c'est-à-dire celui relatif à la convention du Parti démocrate et celui de la conférence de l'université de Princeton, il n'allait pas se déplacer parce qu'il avait déjà commencé à recevoir certains leaders d'opinion avant son départ aux États-Unis, et je pense qu'à son retour, il va encore continuer à recevoir d'autres leaders d'opinion qui ont sollicité l'audience afin de venir le rencontrer pour les expliquer la quintessence de la démarche sur la cohésion nationale. Alors, parlant de la cohésion nationale, effectivement, d'autres bouches disent que Martin Fayulu veut aussi entrer dans le bulletin. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la première fois que Martin Fayulu participe dans les discussions nationales. Rappelez-vous, en CNS, à 90. Cette fois-ci, c'est lui qui initie. Non, lui, il n'a pas initié. Il a juste pris l'idée, et je pense que ce n'est pas lui qui va convoquer les dialogues, ce sont nos pères spirituels. Et ce n'est pas lui d'ailleurs qui... en fait, il est en train juste de faire la promotion de la résolution 6 de notre Conseil national du parti qui s'est tenu du 1er au 5 mars 2024, où nous avons pris la résolution 6 qui disait que face à la désunion, face à l'insécurité à l'est du pays, nous appelons nos pères spirituels de s'impliquer, enfin de mettre autour d'une table les Congolaises et les Congolais pour faire un front commun contre le projet de la balkanisation qui devient de plus en plus réel à travers l'occupation de nos territoires par le M23 AFC, qui n'est rien d'autre que le Rwanda. Alors, quel sens accordez-vous personnellement à cette démarche? Vous dites? Quel sens accordez-vous personnellement à cette démarche de la cohésion nationale? Oui, tout à fait. La population congolaise a bien accueilli cette démarche de la cohésion nationale. Il y a aussi des leaders d'opinion de la société civile, de l'opposition comme de la majorité. Oui. Je vous le dirais même, il y a même certains leaders politiques de la majorité au pouvoir qui sont venus voir le président Martin Fayulu pour essayer un peu de connaître, au lieu de passer dans les médias pour vilipender Martin Fayulu, tirer à boulet rouge sur lui. Venez, la porte également ouverte. Je demande à nos amis d'ensemble, nos amis du FCC, venez, vous connaissez bien l'adresse de Fadenhaus. Je suis là, si peut-être vous n'avez pas son contact, veuillez m'appeler même à travers Madame Deborah. Je vous mettrai en contact avec le président élu pour qu'il puisse vous recevoir, afin de vous expliquer la quintessence de la démarche sur la cohésion nationale. La cohésion nationale ne consiste pas sur le partage du gâteau. Martin Fayulu n'a jamais participé à une discussion pour partager les gâteaux. Rappelez-vous, en CNS à 90, lorsque le Bahati était là avec les Lutundula, ils sont en vie. Ils ont participé au gouvernement de Mobutu, et quelques années plus tard, à Sun City, il n'a jamais été coopté comme député de la transition comme étaient d'autres personnes. Et puis récemment, ici en 2016, les dialogues de la Saint-Sylvestre, vous avez vu Félix avec Martin Fayulu, ils étaient là, et Martin Fayulu n'a pas voulu participer au partage du pouvoir parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif était d'amener Kabila, qui avait violé intentionnellement la Constitution, d'organiser dans un plus bref délai les élections afin de mettre en place les institutions illégitimes. Mais malheureusement, arrivé en 2018, le peuple congolais a jeté son dévolu sur Martin Fayulu, mais Tshisekedi Nanga, en complicité avec Kabila, ils ont confisqué la victoire du peuple congolais pour qu'aujourd'hui il devienne de donner des leçons. Donc c'est un peu ça, grosso modo. L'idée de la cohésion nationale, nous ne visons pas un camp quelconque, non. Nous sommes en train de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'aujourd'hui, si Martin Fayulu, si ce n'était pas pour le Congo, le président Martin Fayulu ne pouvait pas se mettre autour d'une table avec Tshisekedi qu'il a fait du mal hier, aujourd'hui, tout ça. Non, il a déjà pardonné. Aujourd'hui, nous privilégions l'intérêt supérieur de la nation. Notre pays est en péril. Et comme l'a dit son éminence, monseigneur, le cardinal Fridolin Ambongo,
dans son homélie lors de la célébration du Pâques le 1er avril 2024, que pendant qu'ici l'Union sacrée est en train de chercher à partager les gâteaux, tout ça, et il y a des querelles par-ci par-là, mais une partie de notre pays est en train d'avancer parce que nous avons compris que l'ennemi est en train de profiter de la division interne des Congolais pour avancer. Depuis que le président du Martin Fayulu a lancé cet appel à la cohésion nationale, vous avez vu, le M23 a du mal d'avancer parce que il a senti que non, voilà, le peuple congolais aujourd'hui... Il y a des gens qui ont répondu à cet appel? Oui, bien sûr, je vous dis, même Mata Tampon récemment ici, il a accepté l'appel à la cohésion nationale. D'ailleurs, lui, il m'a appelé personnellement pour me dire que non, lorsque le président sera là, il va aller à sa rencontre pour qu'il lui explique un peu plus clair. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de passer à la télévision pour étaler nos stratégies, comment finir la guerre à l'Est, parce que les ennemis nous suivent aussi. Ce serait mieux de venir rencontrer le président Martin Fayulu en apartheid pour qu'il vous explique un peu c'est quoi la cohésion nationale. Loin de là, l'idée de participer au partage du pouvoir, mais nous avons notre cahier de charges, la proposition de sortie de crise depuis mai 2019, qui va nous aider de peaufiner des stratégies pour récupérer l'intégrité, pour récupérer les territoires occupés par notre pays, conformément à l'article 63 de notre Constitution, et aussi faire des réformes électorales qui vont nous permettre d'organiser des élections réellement démocratiques où nous aurons un véritable vaincu et un véritable vainqueur. Ce n'est pas le simulacre électoral de 2023 où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est pourquoi Tshisekedi est en train de souffrir de ces problèmes-là d'illégitimité. Et ces problèmes-là d'illégitimité nous a amené aujourd'hui à la situation que nous sommes aujourd'hui, où Kagame se lève un matin en train de tutoyer le Congo. Est-ce que vous avez vécu à l'époque de Mobutu, un président rwandais tutoyer Mobutu? C'est parce que Mobutu, malgré la dictature, mais il avait la légitimité du peuple zaïrois. De la révision de la Constitution, vous êtes pour ou d'accord? Oh, madame, là, ce n'est même pas une question à aborder maintenant, c'est inopportune. C'est inopportune. Nous avons fait des investigations, on croyait peut-être que non, c'était juste dans les réseaux sociaux, mais lorsque nous l'avons vu sortir de la bouche de M. Kabouya, j'ai dit non, en tout cas, M. Kabouya, c'est un kamikaze que Tshilombo nous envoie. Mais on doit se mêler à dire que non, le moment n'est pas opportun. Quel est ce parlement qui va traiter les problèmes de la révision de la Constitution? Un parlement illégitime, issu d'un simulacre électoral? Non. Si on doit réviser, on n'a pas dit que notre Constitution, même si elle est la meilleure, qu'on ne peut pas la réviser. Il y a des articles qu'on peut réviser. Même nous, dans le manifeste de Kisangani, nous avons même parlé de la réforme électorale. Si vous lisez ça, mais on va faire ces réformes-là, ou bien on va réviser la Constitution si nous avons des institutions réellement légitimes. Ce n'est pas avec les institutions illégitimes de M. Tshilombo et son union sacrée des députés issus de la tricherie qui vont toucher à la Constitution. La Constitution actuelle, c'est un pacte républicain. Aujourd'hui, nous n'allons pas permettre ces scénarios-là. C'est ainsi que nous voulons dire ceci. L'appel à la cohésion nationale ne doit pas être considéré comme un alibi pour l'union sacrée de profiter pour réviser la Constitution. Parce que quand on n'avait pas parlé de la cohésion nationale, Kabouya n'avait pas pris le courage de demander la révision constitutionnelle. Ne pensez pas que on va vous permettre de concrétiser, de matérialiser votre funeste projet en contrepartie de la cohésion nationale. Non. Et puis nous disons aussi aux opposants versatiles en mal de positionnement que lorsque le président du Martin Fayulu a lancé l'appel à la cohésion nationale, ce n'était pas parce qu'il était essoufflé ou bien c'est un signe de faiblesse. Non. Il a fait parce qu'il est en train de voir le danger devant. Donc, à ce stade, je ne vois en rien qu'on peut modifier la Constitution parce que la Constitution ne bloque pas M. Tshilombo de décaisser les fonds pour Tshilezulu, de décaisser les fonds pour la gratuité, ne lui empêche pas de voyager. Ça n'empêche à rien Constant Moutamba de faire le désengorgement des prisons, de faire sortir des criminels, tout ça, des barbares. Donc, ça n'empêche à rien la Constitution. Donc, comme la Constitution ne bloque à rien, M. Tshilombo et qu'il a trouvé la Constitution, de la même manière qu'il a trouvé ça qu'il ose. Je répète et je suis en train de paraphraser ce que le président du Martin Fayulu a dit. Oui. Lors du 64e anniversaire de notre indépendance, il a dit ceci. Et les peuples congolais qui nous suivent doivent bien attendre. Si Tshisekedi et son union sacrée veulent réussir ces finesses de projet de la révision ou du changement de la Constitution, ils devront marcher sur vos cadavres. Donc je dis à M. Kabouya, les jours où seulement vous allez prendre votre lettre, aller déposer, je ne sais pas, dans un parlement illégitime dirigé par Kamere, je vous rassure, ça sera un chemin de non-retour. Ça sera un chemin de non-retour. Aucune virgule de la constitution de notre pays sera révisée pendant ce moment où nous sommes en train de... Madame, attends ton mot,
Maintenant que le pays est agressé, conformément à l'article 219, on ne peut pas réviser la Constitution. Peut-être qu'il y a des gens qui passent à la télévision, ils ne lisent même pas la Constitution. Vous voulez réviser la Constitution, mais vous ne connaissez même pas le contenu de la Constitution. Un pays qui est en guerre ne peut jamais réviser la Constitution, conformément à l'article 219. Mais par quelle magie M. Kabila passe à la télévision pour dire que non, voilà, on doit réviser la Constitution pendant ce moment. Donc, il est inopportune. Pendant ce moment ici, ce qui est important pour nous, c'est de trouver des solutions pour terminer l'insécurité à Est. Mais si quelqu'un nous amène l'idée de réviser la Constitution pendant ce moment ici, sachez bien que cette personne-là n'est pas différente de ceux-là qui agressent le Congo. Donc, ils sont de mèche avec le Rwanda. Voilà pourquoi, peuple congolais, soyez vigilants. Profitez et donnez directement. Oui, soyez vigilants et préparez-vous de faire face au trio Kabila, Kagame et Tshisekedi. Parce qu'on a compris que non, à travers la déclaration de M. Kabila, ce sont les mêmes personnes. Et nous, le SIDA avec le président Martin Fayulu, nous n'allons pas permettre que cela soit fait aussi longtemps que nous serons ici au Congo. Si Tshisekedi veut réussir ces projets-là, de réviser ou bien de changer la Constitution, il doit marcher sur nos cadavres. Et moi, je serai sur la première ligne pour barrer la route à ces fossoyeurs. Merci. Alors, madame, messieurs, je rappelle que nous avons reçu monsieur Mike Issem, secrétaire national en charge de sport et loisirs du parti SID, cadre de la MOUCA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame, et puis merci à tous les téléspectateurs de Kin Actu. Merci. Ce journal est complètement terminé. Tout de suite, le rappel de titre. Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO dénonce l'exploitation illicite du coltan en RDC. Ces commerces rapportent au moins 300 000 $ américains aux rebelles de M23. Après son élection au 10e congrès de l'UNPC ce mardi, Kamanda Wakamanda et le nouveau comité ont officiellement pris fonction par une cérémonie de remise et reprise. Merci de nous avoir suivis. On s'est dit au revoir et à la prochaine.